Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue sur Sforzando, l'émission qui vous invite à découvrir ou redécouvrir les classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Je me présente, je m'appelle Hugo et je suis à nouveau avec vous sur Syllab pour notre 3e numéro. Alors je vous rappelle le concept de cette émission. Que vous soyez mélomane ou juste curieux, je vous invite le dimanche à 13h, 2 fois par mois, pour partager avec vous mes disques, mes envies. Pour chaque émission, nous suivons un fil conducteur, un pays, un compositeur, un genre, une époque. Aujourd'hui, c'est le grand frisson, car nous allons parler de meurtre. On ne présente plus cette mythique musique de Bernard Herrmann qui accompagne l'une des scènes de meurtre les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. Initialement, Alfred Hitchcock, le réalisateur de Psychose, était réticent à l'utilisation d'une musique pour cette scène, mais il a dû s'incliner face à l'efficacité de cette partition de Bernard Herrmann. J'ai tenu à vous faire entendre ici un extrait de la bande-son du film, car cette partition musicale est d'autant plus efficace lorsqu'on l'entend avec le cri de Janet Leigh. La musique de ce film est composée pour orchestre à cordes. L'écriture dissonante et nerveuse du compositeur s'accorde à merveille avec l'atmosphère malsaine de l'œuvre. Maybe pi? Mathematics. Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter, right? Yeah, you're a very educated man, Mr. Gromek. I went to night school, professor. Vous venez d'entendre le prélude de la suite pour cordes que Bernard Herrmann a tiré de la bande originale du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Cette musique était interprétée par le Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirigé par Esa-Pekka Salonen. Nous l'avons dit, Hitchcock était réticent à l'utilisation de la musique sur la scène du meurtre dans Psychose. Dans beaucoup de ses films, en fait, Hitchcock se comporte comme un musicophobe. Une exception notable, cependant, dans L'homme qui en savait trop. Il a demandé à Herrmann de composer là un véritable oratorio pour chœur et orchestre. Dans ce film, le meurtrier doit attendre un moment précis pour assassiner sa victime qui assiste au concert.
un coup de cymbale qui couvrira la détonation du coup de feu. Le spectateur suit la partition musicale de Herrmann sur laquelle se greffe celle du suspense. C'est l'âge d'or des relations entre le compositeur et son réalisateur. C'est même Herrmann qui joue le rôle du chef d'orchestre, dirigeant ainsi sa propre musique à l'écran. Malheureusement, le clash intervient dans une autre scène de meurtre tout aussi violente, davantage même, que celle de Psychose. Okay, you had your fun. Now we stop these games. Le personnage incarné par Paul Newman doit, pour sauver sa vie, assassiner un agent politique de l'Allemagne de l'Est, le sinistre Gromek, joué par l'excellent Wolfgang Killing. Nous sommes dans le film Le Rideau déchiré. Vous entendez de la musique ? Eh bien non, pourtant elle fut écrite, mais Hitchcock l'a refusée. De dépit, Bernard Herrmann claquera la porte. Il y a bien eu assassinat. L'intransigeant Hitchcock vient d'assassiner le meilleur compositeur d'Hollywood. Nous venons d'entendre la musique de la scène du meurtre du film Le Rideau déchiré, musique qui ne fut donc jamais utilisée et qui est ici ressuscitée sous la baguette d'Esa-Pekka Salonen, sur le même disque que celui sur lequel vous avez pu entendre la suite de Psychose. Vous êtes bien sur Syllab et vous écoutez Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Nous avons passé ce début d'émission en compagnie d'Alfred Hitchcock et de Bernard Herrmann, car en effet, ces musiques de meurtre se situent dans une lignée de la musique classique occidentale et notamment de l'opéra, et elles peuvent tout à fait être abordées de cette manière. Parler du meurtre en musique sans parler d'opéra serait d'ailleurs impossible. Il est mis en scène dans des œuvres dramatiques de toutes les époques, de Didon et Aîné de Purcell à la période baroque jusqu'aux opéras du XXe et du XXIe siècle dans les œuvres par exemple de Bernd Alois Zimmermann ou Peter Edwösch. Vous entendez en ce moment l'ouverture La force du destin de Verdi. Magnifique œuvre qui va enchaîner sur un duel mortel après l'ouverture du rideau.
faire écho au film d'Hitchcock, je vous propose maintenant d'entendre une scène de meurtre réaliste extraite d'Electra de Richard Strauss. Ich habe ihm das Ball nicht geben können. Sie sind gegangen und ich habe ihm das Ball nicht geben können. Es sind meine Götter im Himmel. Nous venons d'entendre un extrait d'Electra de Richard Strauss, opéra daté de 1909. Depuis Carmen et sa célèbre et tragique scène finale de la corrida, le meurtre est mis en scène de manière plus explicite et les œuvres expressionnistes en langue allemande ne font pas exception, comme dans Electra que nous entendions à l'instant, ou encore Wojciech d'Alban Berg. Alors pourquoi ne pas assister carrément à l'une des scènes de meurtre les plus crues, glauques, violentes de l'histoire de l'opéra, le meurtre de Marie dans l'acte 3 de Wojciech d'Alban Berg. Wojciech est un opéra composé par Berg entre 1912 et 1922. C'est l'une des œuvres lyriques les plus importantes du XXe siècle. Elle sera créée à Berlin en 1925. Cette œuvre traite de l'adultère, de la folie et de l'autodestruction des personnages. Alban Berg est l'un des élèves de Schoenberg, l'inventeur de la musique dodécaphonique, c'est-à-dire une musique qui n'utilise plus la tonalité classique de la musique occidentale, mais l'intégralité des 12 demi-tons de la gamme. Berg se situe à la fois dans la lignée de son maître, mais il a également un langage très personnel, souvent lyrique, parfois violent comme ici. Sa musique possède toujours une lecture complexe, bien qu'elle soit immédiatement percutante. On y trouve également de nombreuses références aux formes et aux œuvres du passé, parfois sous forme de jeu. Alors parlons un petit peu de l'intrigue de cet opéra. Wojciech est un soldat qui mène une vie quelque peu dissolue et qui, graduellement au cours de l'œuvre, va être sujet à des hallucinations. Marie, sa maîtresse, et mère de leur enfant, entretient une relation avec un tambour-major. Dans cette scène, Wojciech entraîne Marie près d'un étang à la nuit tombée. Il se rend compte qu'il doit la partager avec d'autres hommes, or il ne le supporte pas. Après avoir constaté que la lune qui vient de se lever a des reflets rouges, il décide de poignarder Marie. Après l'avoir tuée, vous allez pouvoir l'entendre constater froidement qu'elle est morte. Il va prononcer ce mot « tot », qui veut dire « morte », tout simplement. Je vais laisser l'extrait continuer un peu après ça. Comme ça, vous allez entendre un interlude instrumental qui symbolise le basculement dans la folie totale avec une note, une seule note, le si, qui envahit l'orchestre. Et, sans transition, vous serez plongé dans un bastringue, un bar, dans lequel vous allez entendre un piano désaccordé. Donc voici les scènes 2 et 3 de l'acte 3 de Wojciech de Berg. Dass du hier süße Lippen hast, Marie. Den Himmel geh ich drum und die Seligkeit, wenn ich dich noch zu küssen wird. Aber ich darf nicht. Das zitterst. Die Nacht auffällt, Mir kalt
Ich nicht! Harry! Und kein anderer! Vous êtes toujours sur Syllab dans l'émission Sforzando et vous venez d'entendre un extrait de l'acte 3 de Woyzeck d'Alban Berg, opéra créé en 1925 à Berlin. Le meurtre n'est pas mis en scène seulement dans les opéras. Les ballets également sont un laboratoire afin d'esthétiser la violence du meurtre. Le Sacre du printemps de Stravinsky, chorégraphié par Nijinsky, fut créé en 1913 à Paris. La musique, mais surtout la chorégraphie firent scandale. On dit que lors de la création au Théâtre des Champs-Élysées, le spectacle était tout autant sur scène que dans la salle, où certaines personnes commencèrent à se taper dessus. La cause en était l'argument du ballet, qui mettait en scène un rituel païen, aboutissant au sacrifice d'une adolescente. Fini les tutus et entrechats à la Tchaïkovski, les danseurs vêtus de peau de bête figuraient une chorégraphie symbolique de cercles hypnotiques et de mouvements saccadés. Le ballet se termine de manière brutale par le sacrifice d'une adolescente choisie, l'élu. La musique de Stravinsky, très rythmique, colorée et totalement novatrice pour l'époque, constitue un magnifique écrin aux chorégraphies de Nijinsky.
Nous venons d'entendre la fin du Sacre du printemps de Stravinsky, ballet créé en 1913 à Paris. Aujourd'hui, dans Sforzando, nous parlons de meurtre. Difficile de parler de meurtre dans la musique sans s'attarder un instant sur Roméo et Juliette. Prenons toujours dans le ballet, par exemple, l'exemple de Prokofiev. Oui, peut-être que certains d'entre vous, en écoutant cette musique, ont envie de crier « Égoïste ! Égoïste !» Mais bon, c'est une blague que les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre. Nous parlons donc de Roméo et Juliette, de Sergueï Prokofiev. Roméo va se retrouver malgré lui enfermé dans un cercle de vengeance, et à la mort de Mercutio va succéder celle de Tybalt. Voici comment Prokofiev illustre la violence de cette vendetta en musique. Vous écoutez Sforzando sur Syllab. Aujourd'hui, nous parlons du meurtre dans la musique classique et nous venons d'entendre 2 extraits du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Il existe également un Roméo et Juliette américain. Vous avez tous compris que je parle de la comédie musicale de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim, créée à Broadway en 1957. Ici, les Capulets et Montaigu deviennent les Jets et les Sharks. Nous sommes dans l'Amérique des années 50, l'Amérique des quartiers populaires, et les Jets américains natifs disputent aux Sharks d'origine portoricaine les rues de la Grosse Pomme. Ici aussi, la mort et la vengeance sont au rendez-vous et vont entraver l'idylle amoureuse de Tony et Maria.
Mercutio et Tybalt deviennent Riff et Bernardo. Mais la mécanique est la même, et voici ce que Bernstein en fait en musique. Nous venons d'écouter un extrait de West Side Story de Leonard Bernstein. Comme nous l'avons vu, les compositeurs s'inspirent beaucoup des tragédies du patrimoine littéraire ou également des tragédies grecques comme Electra pour illustrer le meurtre en musique. Mais nous avons également quelques exemples autobiographiques. L'un des premiers et des plus illustres étant chez Berlioz. En effet, la symphonie fantastique sous-titrée « Épisode de la vie d'un artiste » met en scène les rêves, les passions et les fantasmes du compositeur lui-même envers l'actrice irlandaise Harriet Smithson. Malheureusement pour le jeune compositeur, ses avances sont rejetées par l'objet de ses désirs. Dans un texte qu'il a rédigé à l'occasion de la création de l'œuvre en 1830 à Paris, il explique que durant cette œuvre, un thème musical appelé « idée fixe » apparaît régulièrement, et ce thème symbolise la bien-aimée. Revenons à l'histoire racontée à travers cette symphonie. Dans la narration, Berlioz assassine, symboliquement certes, l'objet de ses tourments. Et il est alors condamné à mort. Le 4e mouvement de l'œuvre, intitulé « Marche au supplice », met en scène l'avancée vers l'échafaud. Juste avant que le couperet ne tombe, on peut entendre une évocation fugace de la bien-aimée.
Nous venons d'entendre sur syllabe la marche au supplice extraite de la Symphonie fantastique, première symphonie composée par le jeune Hector Berlioz et créée en 1830 à Paris. Vous écoutez toujours Sforzando et nous parlons ensemble des meurtres dans la musique classique. Si Berlioz a fantasmé son meurtre, il existe bel et bien des compositeurs meurtriers. Non, nous ne parlons pas d'un fameux épisode de Colombo qui caricature bien comme il faut le métier de compositeur, mais nous nous retrouvons dans les environs de Naples, dans la nuit du 16 au 17 octobre 1590. Le prince Don Carlo Gesualdo de Venosa veut laver son honneur. Et laver son honneur dans le sud de l'Italie au XVIe siècle, ce n'est pas vraiment faire des compromis. En effet, avec 3 hommes armés, le mari bafoué a tendu un piège à sa femme et à l'amant de cette dernière. Gesualdo les tuera de sa propre main, on dit même qu'il est retourné dans la chambre pour les achever à coups de poignard. Il fera également exposer leur corps à l'entrée de son château avant de fuir la justice, qui s'est avérée assez clémente, par l'exil. Gesualdo est prince, certes, mais c'est également l'un des compositeurs les plus extravagants de son siècle. Il a composé quelques recueils religieux, mais surtout des madrigaux d'une très grande qualité expressive qui s'inscrivent dans la lignée des compositeurs de l'époque comme Luca Marenzio ou encore le jeune Monteverdi. Un madrigal, c'est quoi ? Eh bien, c'est une pièce pour voix, généralement en italien, car la plupart des représentants de ce genre sont italiens, et la plupart du temps sur des textes profanes, des poésies. À la fin de la Renaissance, un type très particulier de madrigal est en vogue en Italie. Il s'agit d'œuvres polyphoniques à 5 ou 6 voix qui se basent sur un texte et qui mettent en musique les qualités expressives de celui-ci. Par exemple, l'évocation de la mort pourra être symbolisée par des sons graves,
celle du ciel par des sons ascendants, ou encore les tourments de l'amour par des rythmes saccadés. C'est une musique qui peut paraître un peu complexe à comprendre de prime abord. Le contenu musical de ces œuvres est à la fois intimement lié à la prononciation et à l'accentuation de la langue italienne, mais également au contenu expressif du texte. Il s'agit donc d'un art à la fois littéraire et musical, très spécifique et très minutieux. Gesualdo, lui, est connu pour avoir poussé ce genre à ses limites, notamment dans son dernier recueil très expérimental. Il faut dire qu'à cette époque, le prince Carlo, probablement rongé par le remords, pratiquait la flagellation et le jeûne. Ce qui est drôle, enfin si l'on veut, c'est que les textes qu'il choisit parlent tous d'amour, la plupart du temps un amour très sombre, très noble, mais au-dessus duquel plane toujours l'ombre de la mort. Je meurs, là, dans ma douleur. Et qui peut me donner la vie, ah, me tue, et ne veut m'aider, ô sort douloureux. Qui peut me donner la vie, ah, me donne la mort. Vous entendiez à l'instant Moro lasso al mio duolo, madrigal de Carlo Gesualdo. Gesualdo était un compositeur meurtrier, mais il existe aussi des compositeurs assassinés, notamment par les terribles guerres du XXe siècle. Enrique Granados est mort en mer en 1916 car son navire a été torpillé par un sous-marin. Albéric Magnard avait décidé de défendre lui-même sa propriété contre les soldats allemands qui tentaient d'y entrer en 1918, et il a été abattu. Par ailleurs, de nombreux compositeurs ont également été assassinés par les nazis, comme Hans Krasa ou Pavel Haas.
Anton Webern, lui, était juste sorti fumer ce soir du 15 septembre 1945, mais c'était après l'heure du couvre-feu. Il est donc décédé suite à une malencontreuse rencontre avec une sentinelle américaine. Claude Vivier, compositeur canadien, a été assassiné brutalement à Paris en 1984 alors qu'il n'avait que 34 ans, par un amant rencontré quelques heures auparavant. La terrible ironie veut qu'il était en train, à cette époque, d'écrire une œuvre chorale dans laquelle il décrit une rencontre dans le métro parisien avec un beau jeune homme. L'œuvre s'interrompt sur le texte suivant. Alors, sans autre forme de présentation, il sortit de son veston noir foncé, acheté probablement à Paris, un poignard, et me l'enfonça en plein cœur. Vous écoutez toujours sur Syllab Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Nous venons d'entendre la fin des 5 chansons pour percussion de Claude Vivier, œuvre composée en 1980. L'extrait en question est intitulé « Chanson d'adieu ». Ce n'est absolument pas un adieu en ce qui nous concerne puisque nous allons nous retrouver le 17 décembre. Il ne vous a d'ailleurs pas échappé que nous entrons dans la période où les nuits sont les plus longues. Voilà pourquoi je vous propose une émission consacrée aux musiques nocturnes. Alors avant de finir l'émission d'aujourd'hui, quelques dates de concerts à Rennes et dans les environs. Vous vous êtes probablement rendu compte que nous entrons dans la période de Noël, période lors de laquelle de nombreux ensembles amateurs et professionnels font découvrir au public le travail effectué depuis la rentrée. Soyez curieux, je ne peux pas parler de tous les concerts et je m'en excuse par avance. En voici quand même quelques-uns. Alors ce dimanche 3 décembre 2017, à partir de 16 h à Rennes, l'association des Amis de l'Orgue invite le département de musique ancienne du conservatoire. Donc petit concert de musique baroque, ça sera à l'église Toussaint. Donc ce dimanche 3 décembre 2017 à 16 h. Le dimanche suivant, donc dimanche 10 décembre 2017 à 16 h également, mais à la basilique Saint-Sauveur, je vous propose d'aller écouter l'une des cantates de Noël de Bach, donc qui est dirigée par Gabriel André, interprétée par les étudiants du Centre d'art choral et également un orchestre de musiciens professionnels qui sont réunis tous autour de ce projet. Le jeudi 14 décembre 2017, au tambour, vous pouvez également aller écouter un duo qui va vous interpréter des extraits de L'Amour sorcier de Manuel de Falla, qui est une œuvre qui a été composée il y a un peu plus de 100 ans. Donc il s'agit du duo Azulejos et Vero LP. C'est au tambour à l'université de Rennes. Enfin, avec l'Orchestre symphonique de Bretagne, Noah Bendix-Balglet, violon soliste, va interpréter un programme Haydn, Mozart et Beethoven. Donc ça, c'est 2 dates, le jeudi 14 décembre à 20 h et le lendemain, le vendredi 15 décembre à 20 h. Donc ça se passe à l'Opéra, place de la Mairie, à Rennes.
je vous propose, pour le temps qu'il nous reste, de terminer cette session macabre par une œuvre à la sombre beauté. Une musique assassinée pour représenter toutes les autres et tous ces compositeurs que les régimes autoritaires ont voulu supprimer, que ce soit par exemple Roslavets dans la Russie soviétique ou Schreker dans l'Allemagne nazie, pour n'en citer que 2 parmi des milliers. La musique que vous entendez est typiquement germanique. On pourrait croire qu'elle a été composée par Brahms, pourtant elle était interdite sous le Troisième Reich. Elle avait cessé d'exister, elle n'avait jamais existé. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse de Gustav Mahler, compositeur à la fois tchèque, à la fois autrichien si l'on veut, en tout cas compositeur de langue allemande, mais dont la musique était interdite sous le Troisième Reich en raison de ses origines juives. Cette musique est assez judicieusement choisie par Martin Scorsese pour accompagner les images flashback de camps de concentration dans le film Shutter Island. Bien qu'il s'agisse en fait d'un anachronisme, puisque cette œuvre, ou plutôt ce morceau d'œuvre, il s'agit en fait d'une œuvre incomplète, eh bien ce morceau d'œuvre n'a été découvert et enregistré que récemment. Impossible donc d'avoir pu entendre cette musique à l'époque décrite. Néanmoins, laissons-nous un peu berner quelques minutes, ça vaut le coup. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions, messages via le site Syllab sur la page de l'émission ou également sur notre page Facebook Sforzando. En attendant donc notre prochaine émission consacrée aux nocturnes, je vous souhaite, chers mélomanes, chers curieux, chers auditeurs, une bonne fin de journée avec Gustav Mahler.